Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ce matin à la Villa M pour une nouvelle séance, une nouvelle émission des contrepoints de la santé. Je suis heureux de vous retrouver. Bonjour Philippe, bonjour Renaud et merci donc à tous et à toutes d'être avec nous. Cette émission est enregistrée ce matin, mercredi 27 mars 2024. Le sujet du jour, la télémédecine. Quel avenir et quelle organisation? La télémédecine est sans nul doute une des grandes, des plus importantes évolutions organisationnelles en santé qui correspond évidemment à l'apport d'importantes innovations techniques, technologiques, informationnelles de cette dernière décennie. 20 millions d'actes de télémédecine pendant la crise sanitaire, la crise du Covid. Aujourd'hui, actuellement, en moyenne, 1 million de téléconsultations par mois. La télémédecine est à nouveau un sujet également d'actualité. Nous suivons toutes et tous l'actualité de très près avec un nouveau décret qui cadre le système. Nous l'examinerons et nous examinerons les conditions de son application dans le détail avec nos invités. Mais les frictions, évidemment, existent encore entre les médecins, les opérateurs, les professionnels de santé que je salue, les autorités de régulation et certaines associations dans cette période d'ailleurs de négociation conventionnelle. Quelles sont les bonnes pratiques de télémédecine, les éventuelles dérives qu'il peut y avoir, comment aujourd'hui structurer cette nouvelle forme de pratique de la médecine pour qu'elle réponde aux besoins des Français et des Français inquiets. Alors pour en débattre, Jean-Michel Dron, vous êtes le directeur opérationnel du programme Imeuse Santé, c'est-à-dire de plusieurs départements de l'Est, Nord-Est de la France. Imeuse, la Meuse, c'est Bar-le-Duc déjà. C'est Bar-le-Duc, c'est Verdun, c'est la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Marne et la Haute-Marne, et Jean-Charles. Voilà. Et alors de jolis coins français, pas si connus que cela, très ruraux, mais qui ont très tôt entrepris de s'intéresser à ces questions de télémédecine, en tout cas de santé d'une manière générale. Vous nous en reparlerez. Olivier Thierry, vous êtes membre du LET, le LET, les entreprises de télésanté, et vous êtes le président directeur général de CARE. Laurie Sofiati, à côté de vous, vous êtes la responsable du département télésanté et innovation numérique à l'assurance maladie. Bonjour. Grande charge, nous allons voir ça ce matin. Et puis évidemment, le docteur Jean-Marcel Mourgue, qui est un des habitués de nos plateaux, et vous êtes le vice-président de l'Ordre des médecins. Bonjour. Je remercie nos partenaires, BVA évidemment, qui fera une très belle enquête, qui vous présentera avec Odile Pexoto, que je salue, et qui vous présentera dans quelques instants une très belle enquête que BVA en exclusivité à mener pour les contrepoints de la santé, le groupe Pasteur Mutualité qui nous reçoit, MSD, Point Vision et CARE. Philippe, la première question. Merci Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai, comme le disait Pascal, c'est un sujet d'actualité, la téléconsultation et la télémédecine en général. Il y a un débat qui s'ouvre sur l'intérêt, sur les conditions d'usage de la télémédecine et surtout de la téléconsultation. Alors on est ravis de vous écouter. Et comme première question, est-ce que vraiment aujourd'hui, il y a une sorte de consensus sur l'intérêt de la télémédecine, de la téléconsultation? Odile Pexoto nous dira tout à l'heure qu'il y a un tiers des Français qui ont déjà eu au moins une fois un acte de téléconsultation, mais la grande majorité préfère encore la médecine présentielle. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avant d'aborder les difficultés, les dérives, les conditions d'exercice et d'usage qui ne sont pas forcément très simples, il y a des contestations, des frictions, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on se dit la téléconsultation, c'est un vrai plus à condition que ça soit bien utilisé. Alors, qui veut commencer? Alors peut-être. Alors, est-ce que très rapidement, avant d'aborder un peu les difficultés. Alors, est-ce qu'il y a consensus pour dire que la télémédecine a apporté vraiment? Oui. Est-ce qu'en revanche, il y a consensus quant à l'état des lieux et à ce que cela a apporté? Probablement que non. Et donc, il faut effectivement répondre à des exigences supérieures déontologiques et de santé publique de la population vis-à-vis de ce service attendu de la télémédecine. Alors, il y a un parcours de soins qui répondent à des exigences de qualité, de sécurité et de traçabilité des soins. Ça, c'est une évidence.
Faciliter un parcours coordonné de soins par le médecin, c'en est une autre. La population vieillit, il y a des polypathologies, il y a des retards au dépistage, au diagnostic et au traitement, et maintenant on en supporte les conséquences. C'est en partie, mais en partie seulement, lié à la crise Covid, mais bien évidemment aussi à la crise grave du système de santé en France. Et puis, troisième critère, est-ce que la télémédecine améliore ou non, et je pense que l'enquête de BVA va nous être très utile dans les enseignements, une des premières discriminations, la première discrimination d'accès aux soins qu'il y a dans notre pays, c'est les inégalités socio-territoriales. Mais alors, la téléconsultation, on dit que c'est une consultation médicale normale à distance. C'est la même chose ou pas? Alors, écoutez, la téléconsultation, d'abord, ne permet pas un examen clinique. Ensuite, il est un fait commun de dire que la téléconsultation est d'une durée courte. Il suffit d'aller voir dans un agenda de téléconsultation pour voir des rendez-vous tous les 10 minutes. Et qu'ensuite, effectivement, dans un certain nombre de situations, le patient ne peut pas avoir, pour des raisons médicales compréhensibles, une réponse immédiate à un réel problème médical. Alors, de manière pratique, parce que oui, tout le monde a deux casquettes. Vous, évidemment, vous regardez cela de votre poste de responsabilité de vice-président du Conseil de l'Ordre. Vous êtes aussi un médecin dans le Lot-et-Garonne. Hein, c'est Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment rural. Voilà, alors là, je me aussi beau que la Meuse, probablement. C'est à peu près le même profil. Je me retrouve tout à fait dans les conclusions de l'enquête. Nous avons, sans être stigmatisant, une population âgée, CSP-, et frappé de l'électronisme, probablement pas hauteur de 15-17%, mais davantage 40%. Alors c'est Pascal, probablement la réalité. Continuons le tour de table. Est-ce que, pour qu'on voit bien, qu'on plombe bien le décor, dans la Meuse, vous avez créé e-Meuse, donc pour favoriser l'usage de la télésanté. Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est un vrai plus? Est-ce qu'il y a un consensus? Très rapidement, et puis on écoutera après. Un consensus, c'est toujours compliqué d'établir un consensus sur quelque chose qui est très innovant, qui se met en œuvre. Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas opposer la télémédecine au sens large et la téléconsultation plus particulièrement aux organisations locales, à la façon dont s'organise la médecine dans un territoire. C'est le premier élément, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une bonne coordination entre la capacité de s'organiser localement et le fait de pouvoir recourir à la téléconsultation pour le sujet qui nous intéresse. Votre vrai mantra, vous, c'est la coordination. De tous vos travaux, c'est ce qui est coopération, coordination. Exactement. Puis un autre sujet, je pense, c'est qu'on fait une espèce de package global autour de la téléconsultation, mais il y a plusieurs téléconsultations qui répondent à des objectifs qui sont différents et qui s'organisent par elle-même de manière différente. Ce qu'on pratique nous en Meuse, en Haute-Marne et en Meurthe-et-Moselle, c'est ce qu'on appelle la téléconsultation augmentée et assistée. Pourquoi? Parce que, comme ça vient d'être dit par vous, monsieur, excusez-moi. Il s'avère que Jean-Marcel, pardon. Par l'ordre des médecins. Par l'ordre des médecins, exactement. Et d'ailleurs, c'est un consensus qu'on a établi avec l'ordre des médecins quand on a démarré le projet. C'est qu'on a affaire à une population qui est potentiellement touchée d'électronisme, qui n'a pas la capacité, parfois en réseau, d'accéder au débit qui permet de faire les téléconsultations. Donc, leur permettre d'accéder à cela dans des lieux où par ailleurs ils sont accompagnés avec des professionnels de santé qui vont les aider à préparer les éléments en vue de la téléconsultation avec le médecin, ça a beaucoup de sens. D'accord, donc il y a différents types de consultations. Il y a surtout, je pense qu'on le verra, dans le sondage d'Odile Peixoto de BVA, différents types de populations qui accèdent à la télémédecine. Alors on va finir par la CNAM. Du point de vue de l'opérateur, alors vous êtes à fond pour la téléconsultation, j'imagine. Est-ce que c'est formidable? Alors nous, on est acteurs de téléconsultation et pour la téléconsultation à bon escient. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que le docteur Mourgue a dit. La primauté reste au médecin traitant et à la consultation en présentiel, ça va de soi. Maintenant, nous, ce qu'on constate sur CARE, c'est qu'on a 30% des patients qui n'ont pas de médecin traitant, on a 40% des patients qui viennent de déserts médicaux, de ZIP, on a 11% des patients qui sont CSS ou ALD, on a d'ailleurs plutôt une catégorie de patients qui sont plutôt CSP-, et donc la téléconsultation en renfort de la consultation en présentiel, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et dont les gens ont besoin. D'ailleurs, on a de plus en plus de gens, malheureusement, qui viennent nous demander aujourd'hui, est-ce que vous pourriez m'aider à trouver un nouveau médecin traitant? Et on leur dit, pour l'instant, non, malheureusement, enfin, c'est pas notre rôle. Mais la téléconsultation, c'est surtout celle qui concerne l'accès aux soins, c'est la solution de ceux qui n'ont plus de solution. Voilà. Et il faut
par ailleurs qu'elle soit faite de manière qualitative, c'est-à-dire avec un temps d'écoute, avec un encadrement, avec... Ça, on va voir ça tout à l'heure, justement, tout le problème d'agrément des sociétés. Pascal. Olivier Thierry, est-ce que vous avez une vision globale de ce qui se fait dans les autres pays? Est-ce que notre pays est dans les bons mouvements, pionniers, un peu à la traîne? Non, on est carrément à la traîne, on est très en retard par rapport aux autres pays. Tous les autres pays? Non, même pas. J'ai pas étudié les 100 et quelques, mais par rapport aux grands pays de l'OCDE, on est très en retard, pour des raisons qu'on s'explique pas bien encore, mais peut-être que d'abord notre système de santé aujourd'hui et l'accès aux soins est moins catastrophique que ce qu'on voudrait nous faire penser parfois. Voilà. Et ensuite aussi peut-être parce que la téléconsultation est parfois un peu vilipendée, alors que c'est quand même une solution formidable quand elle est utilisée à bon escient, et que donc on s'en méfie peut-être un peu trop, là où dans d'autres pays, ce sont les pouvoirs publics eux-mêmes qui ont décidé de saisir ce cheval de bataille, de s'en saisir et de le promouvoir, parce qu'ils voient tout le bénéfice pour le système. Avec les pouvoirs publics se sont saisis, ils ont du mal. Ils ont bénéficié de l'effet Covid. Loris Sofiati, alors la CNAM, pour la CNAM qui veut réguler, qui veut dire qu'il faut finir le Far West, mais avant tout, première question, est-ce que, enfin le directeur général Thomas Fatome disait qu'il faut arrêter, pour le dire clairement, le Far West en télésanté, est-ce que globalement, la téléconsultation, la télémédecine, pour l'assurance maladie, c'est vraiment un atout et un consensus pour? Oui, tout à fait. Et je voudrais simplement repréciser les termes du débat, parce que j'entends depuis le début de cet échange qu'on emploie les termes télémédecine, télésanté et téléconsultation comme recouvrant des mêmes champs conceptuels, ce qui n'est pas le cas. Au sein de la télémédecine, vous avez différents actes dont la téléconsultation fait partie. Mais la télémédecine, c'est aussi la télésurveillance, la téléexpertise, la régulation médicale. Et il y a également du télésoin à côté pour les auxiliaires de médicaux. Alors, je vous interromps un instant. C'est qu'il y a un décret en 2010 qui est sorti, qui a défini les 4 temps un peu de la santé. Vous avez tout à fait raison. Et depuis 2010, c'est vrai, jusqu'au Covid, ça n'avait pas progressé du tout. Donc il y avait un certain voilà, je pense que c'est quand même important aussi pour savoir, et pour les gens qui sont là dans la salle et ceux qui nous écouteront cet après-midi, de savoir exactement de quoi on parle. Donc sur la téléconsultation en tant que telle, donc qui est un acte de télémédecine, effectivement, il y a différentes modalités, comme ça a été rappelé, via les plateformes, la téléconsultation entre le médecin traitant et son patient, et également la téléconsultation entre des professionnels libéraux et des patients qui ne sont pas forcément dans leur patientèle. Nous, c'est une modalité d'exercice effectivement qu'on soutient, et les pouvoirs publics, je pense, l'ont montré. D'abord sur le champ expérimental jusqu'en 2018, et à partir de 2018, donc on a fait rentrer ces actes dans un financement de droit commun, et on a été un des premiers pays à le faire. Donc c'est, je rappelle, l'avenant 6 à la convention qui a été signée en 2018 sur la prise en charge de la téléexpertise et de la téléconsultation. Et en 2019, une très forte ouverture avec l'éligibilité de tous les patients et l'ouverture également des professionnels de santé habilités à pratiquer ces actes. Donc effectivement, il y a un engagement très fort de l'assurance maladie au soutien de cette modalité d'exercice. Il y a eu effectivement une très forte dérégulation pendant la crise sanitaire qui était là aussi nécessaire pour garantir l'accès aux soins dans le contexte sanitaire très tendu qu'on connaissait et l'impossibilité qu'avaient les gens de se déplacer. Aujourd'hui, effectivement, il faut remettre de l'ordre, comme l'a dit le directeur général de l'assurance maladie, mais encore une fois, cette volonté de réguler, elle ne doit absolument pas être interprétée comme un désamour de l'assurance maladie de ses modalités d'exercice. Pascal. On est d'accord sur les chiffres que j'ai donnés en introduction, 30 millions pendant la crise, 1 million aujourd'hui. Ce sont des chiffres... Sur la téléconsultation uniquement, effectivement. Et les autres, donnez-nous les autres. Alors aujourd'hui, sur la téléexpertise... 20 millions. 20 millions de téléconsultations pendant la crise sanitaire, effectivement. Aujourd'hui, on est à un plateau autour de 1 million de téléconsultations par mois. Ça correspond à 4% des consultations qui sont facturées à l'assurance maladie mensuellement. Et sur la téléexpertise, c'est un dispositif qui monte en charge. Aujourd'hui, on est à peu près aussi en routine à 50 000 téléexpertises par mois, mais on voit que ça augmente. Là aussi, on a fait des choses pour... Et sur les autres... Et sur la télésurveillance médicale, sur lequel, là, pour le coup, la France est vraiment pionnière, puisqu'on est le premier pays à la rembourser dans le droit commun. On a désormais une file active totale. Il y a différentes pathologies, on pourra y revenir si vous le souhaitez. On est sur une file active totale de 200 000 patients avant l'entrée dans le droit commun. Oui, et on va rentrer dans le détail. Et télésoins ?
Et télésoins, on est sur à peine un peu moins, on est sur là comme la téléexpertise, quelques dizaines de milliers d'actes mensuels. Et ça monte aussi. Et ça monte aussi. Qui fait quoi alors justement oui, aujourd'hui c'est la question que vous voulez poser, Pascal. Exactement, je te remercie. Je pose là, Pascal. Merci, bonne transition. Qui fait quoi? Alors, qui fait quoi dans ce paysage de la télémédecine, de manière un petit peu globale? Les médecins libéraux, et quelles spécialités, notamment dans la médecine libérale, généralistes, spécialistes, etc. Si on regarde les établissements, les hôpitaux, quel type d'hôpitaux, les EHPAD évidemment, les pharmacies aussi bien entendu. Alors après également la SNCF, qui fait quoi la SNCF? Et les sociétés évidemment de téléconsultation. Et puis aussi, je voudrais vous demander, peut-être même en commençant, madame, vous disiez que c'est la CNAM qui est à la manœuvre, mais est-ce que les pouvoirs publics, c'est plus que la CNAM, c'est aussi les directions ministérielles, etc. On voudrait peut-être bien comprendre quelles sont les formes de pilotage en place. Et puis mais oui, aujourd'hui, qui fait quoi? C'est vraiment la question. Aujourd'hui, c'est les plateformes, c'est les libéraux, c'est les hôpitaux, c'est les EHPAD. Clairement, on sait quoi le paysage? Alors, 2 temps dans la réponse. D'abord, sur l'aspect pilotage et gouvernance institutionnelle, puisque je comprends que c'est le sens de votre question. Effectivement, il y a... D'abord, si vous êtes tous... on est tous à la manœuvre et alignés dans nos périmètres de compétences. Donc pour l'assurance maladie, évidemment, c'est le champ conventionnel, puisqu'on négocie avec les partenaires conventionnels. Et donc la téléexpertise et la téléconsultation, aujourd'hui, comme je le disais, sont dans le champ conventionnel de droit commun depuis 2018. La télésurveillance médicale, en revanche, c'est du domaine réglementaire, donc c'est porté par le ministère et ce n'est pas une modalité pratique qui aujourd'hui est intégrée dans le périmètre de la négociation conventionnelle. Peut-être le sera-t-elle à terme quand on aura plus de maturité sur le dispositif. Télésurveillance médicale, reprécisez-nous les choses exactement. La télésurveillance médicale, c'est la possibilité pour un médecin de télésurveiller son patient à distance grâce à la remontée de données qui est générée par un dispositif médical connecté. Et aujourd'hui, c'est ouvert sur 4 pathologies chroniques. Et c'est rentré dans le droit commun, mais enfin, ça démarre tout doucement. Alors, sur les 5 pathologies chroniques initiales dans l'expérimentation qui s'appelait ETAP, on est encore une fois, je le disais, sur des files actives de 200 000 patients. Donc c'est insuffisant. On vous met sous pression. Non, je vous en prie. C'est très important. Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire, diabète et sur les prothèses cardiaques implantables. Donc ça, c'était les 5 pathologies. Grosse pathologie. Exactement. Les 5 pathologies historiques. Aujourd'hui, on a une nouvelle pathologie qui est prise en charge, qui est en oncologie. Cette prise en charge, elle a été permise précisément par l'ouverture dans le droit commun. Donc aujourd'hui, pour qu'une nouvelle pathologie soit prise en charge, il faut qu'un industriel fasse une demande de remboursement auprès de la HAS. Donc encore une fois, vous voyez, c'est une approche très libérale, c'est-à-dire que c'est pas la CNAM qui va... On a ciblé ces premières pathologies dans le cadre de l'expérimentation, mais aujourd'hui, s'il y a des dispositifs médicaux connectés qui existent sur des aires thérapeutiques dont la démonstration de preuve à la fois sur le volet clinique et médico-économique a été faite auprès de la HAS, eh bien nous remboursons et nous prenons en charge. Mais alors, juste sur la première question de Pascal, parce que Pascal il pose toujours 2 questions en même temps, ça c'est un peu compliqué. Mais non, qui fait quoi? Est-ce que c'est avant tout des médecins libéraux, c'est avant tout l'hôpital, les EHPAD, les sociétés de téléconsultation? J'avais compris que nos invités étaient agiles. Oui, voilà. Mais alors, en proportion, très rapidement, pour qu'on arrive après un peu aux dérives éventuelles. Alors, sur la téléconsultation, aujourd'hui, c'est 30% à peu près des téléconsultations qui sont réalisées par les plateformes de téléconsultation qui emploient des médecins salariés et 70% qui sont réalisées par les professionnels de santé libéraux. Toutes les spécialités médicales sont autorisées à téléconsulter et il y a environ 30% des téléconsultations qui sont faites entre le médecin traitant et sa patientèle. Ça, c'est pour la téléconsultation. Pour la télésurveillance, encore une fois, c'est des spécialités médicales qui sont ouvertes au fur et à mesure des demandes de dépôt de dossier auprès de la HAS. Et c'est la HAS qui donne des recommandations sur la bonne organisation de télésurveillance en fonction de l'aire thérapeutique visée. Donc, encore une fois, il n'y a pas de limite ni du côté téléconsultation, ni télésurveillance. L'usage est assez large. Enfin, il faut qu'on ait un débat, parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de... quand vous dites qu'il n'y a pas de limite, moi je croyais, mais peut-être une erreur, qu'au contraire, les pouvoirs publics avaient dit non, il ne faut pas qu'on aille trop loin dans les pratiques de télémédecine. En fait,
dire on ne veut pas aller trop loin, c'est dans le sens de il ne faut pas que cela puisse générer du mauvais usage, notamment avec le risque de ces nouveaux outils qui effectivement viennent heurter les organisations traditionnelles en place. Et donc quand on dit on ne veut pas aller trop loin, c'est dans ce sens-là, c'est comment ramener ces innovations qui souvent ont une entrée technique, c'est-à-dire la plateforme téléconsultation, le dispositif médical connecté, comment faire rentrer ça dans le parcours et l'organisation de soins. Et ça, c'est très important pour l'aspect régulation, parce que dès lors qu'on est offreur de soins, on répond à un objectif de régulation. Alors justement, l'offre de soins est régulée dans ce pays. Il faut qu'on avance justement sur les bonnes pratiques, ce que suggérait Pascal, sur les bonnes pratiques et les mésusages. C'est le débat aujourd'hui actuel, c'est le sens du décret sur les plateformes. Alors, quelles sont aujourd'hui les bonnes pratiques? Alors, on ne peut pas ne pas dire ce qu'avait sorti le syndicat MG France, qui avait accusé certaines pratiques, en particulier des plateformes, d'être coûteuses, hors sol, responsables de mésusages, des prescriptions inflationnistes, en arrêt de travail, en médicaments psychotropes, en antibiotiques, un risque de financiarisation. Donc, vraiment, la charge avait été lourde, mise en cause l'HAS qui dit qu'il ne faut pas que ça se fasse n'importe où, la SNCF qui dit on va remettre ça dans les gares. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un mésusage? Quelles sont les bonnes pratiques? Alors, assez rapidement toujours, qu'est-ce qu'en pense Laure d'abord un peu Alors, c'est une question très complexe. Vous allez nous la simplifier. Alors, une des premières questions, c'est alors que jamais la matière médicale n'a été aussi pénurique, est-ce qu'il n'y a pas un détournement du soin traditionnel de légions de médecins qui font de la téléconsultation? Oui, mais ils continuent à faire de la médecine quand même. Ils font une autre médecine, on va dire ça comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que c'est-à-dire qu'il y a des territoires où les apports sont tellement pénuriques qu'il n'y a aucun renouvellement, pas de remplacement, quelles que soient les filières, les exercices hospitaliers, villes, et que finalement, bon nombre de médecins sont soit happés par de la téléconsultation, soit par des plateformes de régulation, mais finalement, nous sommes dans une pénurie parfois dramatique. Donc un des risques, premièrement, détournement. Là. Après. Un détournement, et je crois que le deuxième, c'est qu'effectivement, on est dans un émiettement façon puzzle du parcours de soins coordonné. Actuellement, un patient, il va aller un jour au service des urgences, un autre au service d'accès de soins, consultation non programmée, le troisième jour, une téléconsultation, et le médecin, au bout du compte, il aura parfois une traçabilité de la téléconsultation. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Mais ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Parce que le problème, c'est qu'il y a des acteurs nouveaux. Le dossier médical partagé, parfois, il est rempli, parfois, il ne l'est pas. Parfois, vous avez reçu un mail par votre messagerie sécurisée, parfois par voie postale, parfois par rien du tout. Est-ce qu'il y a un risque de mauvais examen, de surprescription? Ah ben, bien sûr. Parce que la coordination du soin, une des premières briques, c'est l'information, et probablement pour les pathologies chroniques, des temps coordonnés d'échanges entre professionnels de santé portant directement intérêt aux patients. Ça, c'est une évidence. À l'instar de ce qu'on voit dans le plan de soins personnalisés en oncologie. Actuellement, si les choses continuent dans une telle dérive, ça sera un gâchis humain et financier. Là, il faut que l'on ait également... Oui, alors pour vous, il y a une vraie... Par exemple, Olivier Thierry. Alors, Olivier Thierry, qu'est-ce que vous répondez à ces risques, on va dire? Je pense qu'il ne faut pas opposer médecins en présentiel et médecins en téléconsultation, parce que ce sont les mêmes. Je rappelle que les médecins ne peuvent exercer au maximum que 20% de leur activité en téléconsultation. Donc que ce soit médecins libéraux ou médecins salariés, nous on travaille avec les deux, sont les mêmes qui font de la téléconsultation et qui font du présentiel, et qu'il y a beaucoup de problèmes ou de choses à mitiger qui existent aussi en présentiel. Les dossiers médicaux plus ou moins bien remplis, voilà, le médecin qui prend plus ou moins bien son temps. Moi, récemment, et à part mon médecin traitant qui est très bien, j'ai trouvé que j'avais plus de temps en face du médecin en téléconsultation que quand je vais voir ou que j'emmène mon fils voir un médecin en présentiel qui parfois le prend 2 minutes. Mais encore une fois, il ne faut pas opposer présentiel et distanciel. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit
sur la nécessité d'avoir un bon suivi et un bon remplissage du dossier médical. Nous, on se bat auprès des médecins qui travaillent avec nous pour que les comptes rendus soient bien remplis. On s'est techniquement interfacé avec l'espace numérique de santé pour que tout puisse être de plus en plus fluide. Et on essaie aussi d'inciter les médecins qui travaillent avec nous à lire les antécédents et les comptes rendus précédents avec l'accord, bien entendu, du patient, donc des téléconsultations précédentes. Voilà, je pense alors, que... Olivier Thierry, ce qui est intéressant quand même, c'est ce que je propose qu'on écoute maintenant le sondage d'Odile Peixoto, parce qu'il est très intéressant, qui montre bien qu'il y a deux types en fait de population. Il y a les pathologies chroniques, et puis ensuite il y a la personne qui est en bonne santé, qui veut simplement avoir un avis. Odile, peut-être avoir quand même un avis de... Oui, mais ça serait intéressant que vous réagissiez après Alors, Odile, si tu veux bien, et parce que ça pose bien le décor. Tu vas prendre le micro de Pascal. Bonjour à tous. Donc le sondage a été posé mi-mars, les 13 et 14 mars dernier, auprès d'un échantillon de 1000 Français représentatifs de la population adulte. Donc pour commencer, notre code de confiance vis-à-vis du gouvernement en matière de santé, donc là on est au plus bas, on est à 26% d'opinion favorable, ça fait 1 an qu'on est dans cet état-là. Bon, ça c'est un peu le contexte, l'arrière-plan on va dire. Comme vous l'avez dit, donc il y a 33% des Français qui ont déjà fait l'expérience d'une téléconsultation, et on a trié tous nos résultats entre ceux qui avaient expérimenté la chose versus ceux qui donnaient que des impressions de l'image qu'ils en avaient, qui n'ont pas expérimenté. Donc ça, c'est très intéressant quand même, et c'est très favorable à la consultation, vous le verrez. Et 13% seulement l'ont fait plusieurs fois. C'est-à-dire que pour l'instant, quand même, on est au début de quelque chose, puisque ce n'est pas rentré vraiment dans les mœurs. Il n'y a que 13% qui l'ont intégré un peu en routine. On s'aperçoit quand même que ce pourcentage est beaucoup plus fort chez les moins de 50 ans, 46%, chez les cadres, 46%, en Île-de-France, 42%, et le pourcentage en milieu rural, où on sait qu'il y a quand même un peu plus de déserts médicaux qu'ailleurs, n'est que de 29%. Donc, c'est pas forcément... Il semblerait... On n'a pas dans le sondage les déserts médicaux, puisqu'il y a aussi des déserts médicaux en ville, dans certaines zones, mais quand même en milieu rural, on voit qu'on n'est qu'à 29% d'expérimentation de la téléconsultation. Donc pour l'instant, on va dire que le sondage ne montre pas que ça ait vraiment été un levier, une aide pour sortir de cette histoire des déserts médicaux. Quelle est la perception maintenant des Français de la téléconsultation ? Donc là, on a plusieurs items. Il y a des choses qui font consensus. Par exemple, clairement, il n'y a pas de match entre la téléconsultation et la consultation physique. La relation en présentiel avec le médecin est nécessaire pour un bon diagnostic. 89% des Français sont d'accord avec ça, donc on préfère quand même une consultation physique. La téléconsultation est adaptée pour certains cas. Donc il y a cette notion de pas faire la même consultation, et pourquoi pas qu'il y ait des consultations dans certains cas, 85%, donc là il y a aussi un consensus. La téléconsultation permet d'être aussi bien soigné que lors d'une consultation en présentiel, là on n'est qu'à 28%. Et la consultation va à terme remplacer les consultations physiques, là on n'est qu'à 27%. Donc voilà, ça c'est les éléments qui font à peu près consensus. Après il y a des grandes divergence d'opinion. Par exemple, autre chose aussi qui fait consensus quand même, c'est l'idée que l'accès aux soins est plus rapide. Ça, c'est un atout majeur. 71% qui disent oui, ça permet d'aller plus vite, d'avoir un rendez-vous plus rapidement. Après, les éléments où il y a des points de bascule, où il y a de la divergence, la téléconsultation n'empêche pas une relation de qualité entre médecin et patient. Vous avez 48% des Français qui disent oui et l'autre moitié qui dit non. La consultation doit pouvoir permettre d'avoir un arrêt de travail, quelle que soit sa durée, 44%. Donc vous voyez, c'est des opinions partagées. La consultation est plus pratique pour les patients que la consultation en présentiel, là aussi, 41% seulement. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est en cours. Alors ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que tous ces éléments les gens sont beaucoup plus favorables quand ils sont jeunes,
Donc il y a un effet générationnel qui fait que ça va s'installer. C'est déjà là et ça va poursuivre. Voilà, c'est un marché d'avenir, à voir comment on l'organise, comment ça se met en place. Et aussi, ce qui est aussi un élément très important du sondage, tous ceux qui ont déjà téléconsulté donnent des chiffres beaucoup plus élevés en faveur de la téléconsultation. C'est-à-dire que l'expérience est quand même probante, ce qui est favorable à la téléconsultation. Alors après, on avait quelques petites questions pour terminer, où on leur demandait effectivement où est-ce qu'ils préféreraient que ces consultations aient lieu. 69% c'est à domicile en visioconférence, voilà, c'est le côté facile. Dans des lieux tels que des centres de santé, des pharmacies, des mairies de village, là on est à 27%. Et par contre, la SNCF peut se rhabiller parce que les lieux de passage, tels que gares, aéroports, centres commerciaux, 4%. Le train n'arrive pas à l'heure, c'est ça? Disons que ce n'est pas forcément quelque chose qui favorise le fameux colloque singulier, le fait que ça soit entre deux portes. Et Odile, est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux types aujourd'hui de populations qui utilisent la consultation, enfin deux types de patients, ceux qui sont jeunes et qui ont un problème ponctuel et qui vont faire plus de la téléconsultation, puis ceux qui ont des pathologies chroniques ou qui sont plus âgés et qui en font moins. Effectivement, il y a un critère d'âge, mais je pense qu'il est lié quand même à la génération Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations font tout par Internet en 2 clics. Pourquoi pas une téléconsultation médicale? Les populations âgées qui ont des vrais problèmes de santé n'y trouvent pas leur compte. Sans doute, alors là, le sondage ne descend pas à ce niveau de détail. Il y a cet effet d'habitude d'utiliser Internet pour tout, qui n'est pas leur cas. Mais aussi parce que la situation médicale est complexe. D'accord. Jean-Charles Dron, est-ce que ce que vous retrouvez dans le système que vous avez mis en place en Meuse, est-ce que c'est... Oui ? Il y a quand même encore 2 résultats à partager. On leur demandait, est-ce que vous préférez que ce soit à domicile, sans forcément avoir une mesure de vos constantes biologiques, on disait d'avoir des équipements pour effectuer des mesures de tension, rythme cardiaque, ou dans une cabine proche de votre domicile équipée qui permet de mesurer. Là, on a un partage. 55% préfèrent à domicile, 45% préfèrent une cabine équipée. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs marchés, il y a plusieurs situations, ça va se... Voilà, il faut réguler, il faut organiser, il faut... Ça va se mettre en place. Les Français sont tout à fait favorables à ça. Et pour terminer, justement, il y avait une question sur la télésurveillance, et j'en termine avec celle-là. On leur demandait, est-ce que la télésurveillance, pour les patients atteints de maladies chroniques, représente un progrès pour la qualité de leur prise en charge? Alors oui, à 65%. Il n'y a quand même que 18% qui sont tout à fait favorables. Donc, on va dire oui, mais on attend de voir un petit peu. Et en sachant que effectivement, ceux qui sont les plus favorables, c'est ceux qui ont déjà téléconsulté, les cadres, les hommes et les jeunes, les 18-34 ans. D'accord. Voilà. Alors, point de vue de la Meuse, puis après Olivier et Thierry. Première information, en fait, la Meuse, c'est à 50 minutes de Paris. Donc moi, j'invite tous les médecins spécialistes à venir exercer chez nous. C'est à peine plus loin que s'ils viennent de banlieue pour venir exercer dans des cabinets en centre-ville. Je vais prendre ma casquette territoriale. Là, il était question finalement de tout ce qu'on retrouve autour de la téléconsultation. Il y a vraiment plusieurs modalités de téléconsultation. Et là, on a des chiffres globaux, mais ce serait peut-être opportun de les affiner en fonction des différents modèles. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on a lancé le projet, on a interpellé les patients, assez largement d'ailleurs en Meuse. On leur a posé notamment 2 questions. La première, c'était est-ce que finalement la téléconsultation, ils y étaient favorables? Et la réponse a été pas vraiment, mais si c'est proposé par mon médecin traitant, à ce moment-là, oui. Et donc il y a un vrai enjeu sur le lien et la proximité entre l'offre de santé locale et la téléconsultation. Le deuxième sujet, c'était de se dire... C'est vécu comme un complément de la consultation physique, et ça doit l'être. D'alterner, c'est ça? Et ça doit l'être. C'est vraiment une complémentarité des choses. Le deuxième élément, c'est que finalement, lorsqu'ils ont goûté à ce dispositif-là, ils y reviennent. Ils ont pu voir le côté, en tout cas, opportun et utile des téléconsultations, en tout cas telles que nous, on les pratique de notre côté. Après, là encore, pour raisonner au niveau d'un territoire, finalement, nous, on va voir dans un territoire plusieurs modalités de téléconsultation qui vont se mettre en œuvre. Donc la vraie question, c'est la coordination
l'organisation c'est votre grand mot, et la gouvernance de tout cela. Voilà, et oui, moi j'entends parfaitement qu'il y ait des dispositifs. Le vice-président de l'ordre. Oui, c'est tout à fait opportun qu'on ait déjà la médecine présentielle, qu'on ait des dispositifs comme le nôtre, comme ceux proposés par monsieur, etc. Et c'est la bonne coordination de tout cela pour que le patient se présente au bon guichet en fonction en fait de la problématique auquel il est confronté. Alors Olivier Thierry, est-ce que vous... Et juste un dernier point par rapport à ça, comme ça j'en finis. Il y a un acteur qu'on n'a pas nommé tout à l'heure, ce sont les acteurs territoriaux. Parce qu'avant d'avoir le soin, il faut accéder aux soins. Et là, il y a un vrai enjeu à mobiliser les collectivités territoriales, ceux qui mettent... exactement, c'est pour ça que j'en parle. C'est qu'à un moment, on doit prendre notre part dans finalement la contribution à cet écosystème-là. Parce qu'il faut un maillage qui soit cohérent dans les territoires. Il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Et il faut sans doute que les collectivités le supportent. Attendez, et quelles collectivités territoriales? Parce qu'il y en a beaucoup. Alors les maires, des conseils départementaux. On avait reçu d'ailleurs le président, je me souviens, le président du conseil départemental de votre région. Pour compléter la question de Pascal, parce qu'on ne voit pas bien comment vous vous insérez dans le système de santé, collectivité territoriale. Oui. Alors, quel rôle vous jouez par rapport aux médecins, par rapport aux plateformes? Comment vous arrivez? Effectivement, c'est le docteur Claude Léonard, qui était président du département de la Meuse, qui a initié ce projet-là. Donc lui, en tant que médecin, avait bien perçu tous ces enjeux-là. Nous, en tant que collectivité territoriale, évidemment, on a des interlocuteurs clés. Quand on a commencé le projet, on a travaillé avec l'Ordre des médecins pour identifier les zones en tension, pour avoir des diagnostics précis de ce qui s'y passait. Et c'était le point d'entrée finalement avec les territoires. Ce faisant, on a vu les CPTS se développer. Aujourd'hui, nos interlocuteurs privilégiés en ville, ce sont les CPTS. Et les CPTS ont des projets de coordination, dont certains sont des projets de télémédecine. Et qu'est-ce que vous offrez, vous? Alors, vous offrez des systèmes informatiques, concrètement? Nous, en fait, on a posé un écosystème d'expérimentation qui répondait en fait aux problématiques identifiées en ruralité, assisté, augmenté avec des médecins locaux, coordonnés dans les territoires, et on a expérimenté cela. On l'a évalué par l'Université de Lorraine. On est reparti vers les médecins organisés au sein des CPTS et aussi les porter dans les territoires. Vous passez avec les ARS, excusez-moi. Exactement. En fait, l'ARS, la région Grand Est, est partenaire et financeur du projet également. Et donc maintenant, tous nos travaux, on les mène en coopération, en coordination avec des CPTS. Vous êtes un facilitateur. Alors non seulement, mais justement, là, on passe d'un modèle où on a effectivement posé des expérimentations dans les territoires. Maintenant, on revient vers les CPS en disant, attention, la prochaine étape, c'est la coordination de tout cela. Comment s'y prend collectivement? C'est notre sujet aussi. Et ça vous coûte de l'argent? Bien sûr. Quel type d'investissement? Non, mais pour qu'on comprenne un peu. On est un peu particulier, on a un écosystème d'expérimentation. C'est-à-dire que nous, on a disposé de fonds qui nous ont permis d'acquérir des équipements qu'on avait à disposition des territoires d'expérimentation. La région Grand Est a pris le relais ensuite pour pouvoir financer des équipements à disposition des professionnels de santé. Financement d'équipements, d'accord. Et après, on rentre... Alors, Olivier Thierry, vous avez été mis un peu sur la sellette. Quel regard vous avez sur le sondage? Est-ce que vous faites de la coordination? Comment vous placez dans ce système? En écho au sondage, nous, ce qu'on constate, c'est que on a 95% des patients qui ont été sur CARE qui sont satisfaits, parce qu'on leur pose un certain nombre de questions après. Voilà, donc effectivement, l'essayer, c'est l'adopter. Il y a un sujet sur les populations plus seniors qui sont moins agiles avec le numérique, effectivement, et c'est un sujet qu'on regarde. C'est comment arriver, comment parvenir à toucher ces populations qui, généralement, sont plus souvent dans des déserts médicaux, avec des médecins traitants qui sont partis à la retraite, qui sont plus là et qui ont des besoins de santé plus grands. Alors, on fait par exemple une expérimentation dans le Loir-et-Cher avec le concours du département. On appelle ça les Care Cars, c'est-à-dire qu'on a des voitures avec des infirmiers et le département a mis à disposition un numéro de téléphone que les patients ou les aidants qui ont du mal à se déplacer peuvent appeler. Et donc ensuite, c'est la voiture avec un infirmier ou une infirmière qui va au domicile avec des objets connectés et qui fait une téléconsultation, qui assiste le patient âgé à faire une téléconsultation avec un médecin de CARE. Et on voit qu'on a des populations assez différentes, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'adresse email, ou veulent pas utiliser leur carte de crédit. Mais donc pour vous, la téléconsultation des plateformes de ce que vous faites, c'est pas réservé un type de population, un type de pathologie. Pas du tout. D'abord, on fait des téléconsultations sur tout le territoire pour des patients de tout le territoire et avec des médecins de tout le territoire. On a des patients de tous âges et la téléconsultation, c'est pas du tout un truc de bobos jeunes, parisiens, urbains, etc.
On a un tiers de nos téléconsultations dans des zones rurales. Et alors après, en ce qui concerne l'intégration dans le reste du système de santé et des territoires, c'est quelque chose auquel on est très favorable, très désireux de le faire. On en parle souvent avec la DGOS, avec la CNAM. Alors, la DGOS, c'est le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé. Plus facile à dire qu'à faire, d'accord. Mais on a un certain nombre de projets sur comment est-ce que, après une téléconsultation et à bon escient, on essaie de remettre le patient dans le parcours de soins, ou comment est-ce qu'on arrive à le rediriger vers du présentiel de nouveau à bon escient, mais ça veut dire aussi pouvoir cartographier, s'intégrer, et tout ça c'est compliqué parce que au niveau de chaque territoire, chaque CPTS fonctionne d'une manière différente, avec une gouvernance différente, etc. Donc tout ça est très laborieux, mais en tout cas c'est notre volonté d'aller fermement dans cette intégration. Chez vous, Olivier Thierry, vous vous intéressez uniquement à la téléconsultation, vous faites du télésoin, vous faites ce que nous avons évoqué au tout début, de la télésurveillance, etc. Alors aujourd'hui, est-ce que ce sont des projets que de la téléconsultation, parce qu'on a déjà tellement à faire sur ce sujet qu'on n'a pas le temps malheureusement de s'attaquer à d'autres sujets. Par exemple, ça apparaît d'une évidence biblique que la télésurveillance, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment facilitateur, non ? Tout à fait. Les autres parties de la télémédecine sont tout aussi intéressantes. C'est juste qu'avec nos petits bras et nos faibles moyens, on ne peut pas tout faire. Alors, Pascal, les pouvoirs publics, quand même, ont souhaité réguler tout ce système. Il y a un décret qui est sorti le 29 février dernier, donc il y a une actualité forte, qui organise, qui structure, qui donne un agrément, ou non d'ailleurs, aux plateformes de téléconsultation, qui vous empêche de facturer des services en plus, remboursés par la sécurité sociale, mais vous pouvez facturer d'autres services. Il y a des exigences de qualité, il y a des exigences éthiques. Alors, cet agrément, ce décret plutôt, président, vice-président de l'ordre, est-ce que pour vous c'est une bonne chose? L'assurance maladie, si vous le réclamiez un petit peu, j'ai l'impression. Qu'est-ce que ça va changer, ce décret? Est-ce que les dérives, vous avez pu constater? Et puis on écoutera évidemment Olivier Thierry sur ce point. Veuillez m'excuser, sans me désister, j'ai une obligation de réserve parce que ça va être purement et simplement la discussion en session cette semaine. Oui, d'accord. Non, mais dans la session de l'ordre, du Conseil de l'ordre. Non seulement la section, mais la session. Oui, de l'ordre, mais quand même. Je voudrais plutôt. Ça veut dire que l'ordre s'en saisit quand même. C'est pour vous, c'est un vrai sujet. Bien sûr. Mais je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux, et j'ai beaucoup aimé la formule de Madame Peixoto. En fait, la téléconsultation, je ne parle pas des 4 autres branches de la télémédecine, ce sont des marchés. Ce n'est pas un marché uniforme. Et effectivement, lorsqu'il s'agit d'une demande de soins one-shot, comme on dit, d'un trentenaire qui a un mal de dos après une partie de tennis sans aucune pathologie, je crois qu'on est à peu près tous d'accord que le service correspond parfaitement à la demande. En revanche, à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, une personne âgée d'affection longue durée, c'est quand même 60% des dépenses de l'assurance maladie, les ALD, polypathologiques, avec quelques troubles cognitifs, frappés d'électronisme, etc. Il y a un énorme chantier, et si j'étais à la place des sociétés, je m'en emparerais, mais nul doute qu'elles s'en occupent déjà. Là, c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir. Alors, l'assurance maladie, par rapport à ce décret qui régule, qui vous donne... différentes possibilités. Vous n'êtes pas en session, rassurez-nous. Vous avez un micro. Est-ce que ça répond à vos inquiétudes? Oui, effectivement, en partie. Et donc pour la partie positive, et ce que le décret va nous aider à faire, c'est qu'en fait, ça permet d'avoir un statut ad hoc pour ces plateformes qui jusqu'à présent s'étaient structurées en centre de santé sans tout à fait correspondre à la définition juridique ni à la pratique exacte des centres de santé. Et ça permet de pouvoir adapter des règles de régulation à la spécificité de ces offreurs de soins. Et donc notamment dans le décret, ce qui est très important, c'est effectivement tout ce qui va être la vérification de la conformité au référentiel HAS. Et donc il y en a 2 actuellement. C'est effectivement le référentiel sur les bonnes pratiques professionnelles en téléconsultation. Et donc ça, c'est vraiment à l'attention des médecins salariés et de leur plateforme employeur pour, là encore une fois, assurer la qualité et la pertinence de la prise en charge dans le cadre de ces téléconsultations. Il y a également, qui est un sujet à peine un peu à côté, mais qui aujourd'hui occupe aussi une partie importante du débat, et on n'en a pas encore parlé, c'est les lieux d'implantation des équipements de
pour faire du télésoin ou de la téléconsultation. Donc là également, la HAS est venue porter des recommandations pour notamment garantir l'isolation phonique visuelle, le secret de l'échange. On a parlé des gares. Voilà, donc tout à fait, l'assurance maladie a fait savoir, a fait connaître son opposition au projet de la SNCF et on a des échanges avec eux en ce sens. Et donc effectivement, la HAS et l'assurance maladie se retrouvent tout à fait dans cette approche. On ne veut pas que à la fois ces équipements et la téléconsultation à la demande du patient en tant que tel amènent à une consumérisation de la santé. C'est quand même un peu le risque, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on arrive, on se met sur Internet, on clique, on demande sa téléconsultation. Et donc, effectivement, ça, c'est une libéralisation et une amélioration de l'accès aux soins dont on peut se féliciter. Mais pour autant, on peut voir en termes de pratique et d'usage les conséquences que ça pourrait avoir. Et ensuite, dans le cadre de l'agrément, donc, il y a le respect de ces deux référentiels. Il y a également le respect des règles de prise en charge conventionnelles. Et donc, c'est là où on retrouve le seuil de 20%, c'est là où on retrouve le principe de territorialité, la nécessité d'être dans le parcours de soins, c'est très important. La consultation est au même tarif que... Non. La téléconsultation, aujourd'hui, elle est à 25 €. Le tarif en vigueur pour la consultation en présentiel, il est de 26,50 €. Et donc, dans les négociations, est-ce qu'il passera à 30 ? Non. D'accord. La proposition qui a été faite, c'est le périmètre de la consultation à 30 €. C'est vraiment la consultation physique. Alors, Olivier Thierry, ce décret, est-ce que pour vous c'est une opportunité parce que ça peut renforcer la confiance, parce que c'est régulé, tout le monde est content, ou est-ce que ça vous rogne un peu les ailes et puis est-ce que vous avez pu pouvoir facturer des services en plus qui étaient plus ou moins remboursés par l'assurance maladie et finalement pour avancer... Les services en plus n'étaient pas remboursés par l'assurance maladie. Ça fait 2 fois que vous le dites, je me permets d'intervenir. Avec objectif d'être remboursé par l'assurance. Voilà, c'est ça. Non mais voilà. Et la question, est-ce que vous pouvez développer un modèle économique dans le cadre de cette organisation du décret ? Alors le décret est une très bonne chose, hein, c'est quelque chose que nous appelions de nos voeux parce qu'effectivement ça va fournir un cadre qui va forcer un certain nombre de sociétés à augmenter, à se professionnaliser, à augmenter leur qualité. Alors nous on aime à penser qu'on était déjà professionnel et qualitatif, mais disons que ça va essayer de tirer un petit peu tout le monde vers le haut. Parce que dans votre groupe, il y a combien de sociétés de téléconsultation en France ? Une vingtaine ? Dans le LET, oui, ou plus que ça. Il y en a beaucoup, parce qu'on en connaît 3-4, mais il y en a beaucoup quand même. Donc nous, c'est quelque chose qu'on appelait de nos voeux. Ça va donner un peu plus de confiance, effectivement. Ça ne va pas tout faire non plus. Hein. Il y a des choses qui, même s'il y a plus de 200 critères à respecter pour obtenir l'agrément, il y a des choses qui ne sont pas forcément, mais que nous, on va faire quand même, parce qu'on a une volonté de faire du qualitatif. Voilà. Et puis peut-être que ça permettra de faire en sorte que Thomas Fatoum arrête de parler de Far West, parce que c'était il y a 2 ans qu'il aime bien. Et qu'on lit encore. Voilà. En ce qui concerne les modèles économiques des sociétés de téléconsultation, ils demeurent encore très précaires. Voilà, il faut pas le cacher. Et aussi, c'est une des raisons pour lesquelles nous, on perçoit quelques euros de reste à charge, donc de frais non remboursables à la charge du patient, sauf quand les patients sont CSS, ALD ou femmes enceintes. D'abord parce qu'économiquement on en a besoin, et ensuite justement pour éviter cet effet un petit peu, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur il ne faut pas qu'on tombe dans la consumérisation de la santé, c'est-à-dire parce que c'est facile, pratique et de qualité, en fait on surconsomme. Il ne faut pas tomber dans ce travers, et donc on se disait que de percevoir quelques euros de reste à charge, finalement ça permet aussi d'éviter quelques abus. Voilà. Maintenant ça deviendra optionnel, c'est-à-dire qu'on sera obligé de proposer des services à inventer pour pouvoir percevoir ces frais, de donner la possibilité aux gens de ne pas prendre ces services et de ne pas payer ces frais. Bon, on en prend acte. Vous assurez le tiers payant à 100%, donc ça peut faciliter l'accès aux soins. Nous, on facilite, on pratique le tiers payant intégral ou partiel dans plus de 80% des cas. Donc ça peut faciliter l'accès aux soins ? Pardon. Oui, tout à fait. Et puis on le voit dans les chiffres, hein, sur les patients, notamment C2S, c'est une partie. C2S, c'est-à-dire qu'on la complémentaire santé, c'est une part c'est une part plus importante des patients qui consultent sur les plateformes, justement par cette facilitation de la pratique du tiers payant intégral, puisque c'est à peu près entre 11 et 12% des patients sur les plateformes, alors qu'ils ne représentent que 8% de l'ensemble des assurés
sociaux. Donc ça, c'est plutôt un plus. Donc ça, c'est plutôt un plus. Après, effectivement, ce que ne permettra pas l'agrément pour l'instant et ce sur quoi nous engageons des travaux complémentaires, et vous avez commencé à en parler tout à l'heure, c'est un peu tout ce qu'on a vu en termes de dérive sur la prescription, où effectivement, il y a de la surprescription d'antibiotiques et de la surprescription de psychotropes. Et donc là, on a un enjeu à la fois sur la sécurisation risque iatrogénique avec, comme le disait le vice-président de l'Ordre, le fait qu'on a en téléconsultation, on n'a pas toujours accès à l'antériorité du dossier du patient, et aussi sur des enjeux donc pertinence et efficience, qui sont les trois branches, je dirais, importantes pour la bonne prescription au bon moment et le bon usage du médicament. Et là, sur lesquels effectivement, on voit qu'il y a des atypies dans la prescription sur la téléconsultation. Ça tient pas au fait que c'est pas la même population quand vous faites des comparaisons? Non, je pense que ça tient au fait que, encore une fois, il n'y a pas d'examen clinique et donc le professionnel de santé, le médecin, essaye sans doute d'avoir l'approche entre guillemets la plus complète, mais sans doute un peu trop sur la prescription. Et également, on a vu sur les arrêts de travail qui avaient là aussi limités maintenant. Exactement. On a pris une mesure en LFSS l'an dernier. Les risques de Alors, sur les prescriptions, nous on a fait une étude assez poussée sur 200 000 de nos téléconsultations, puisqu'à date on est à 5 millions, plus de 5 millions de téléconsultations sur les prescriptions d'antibiotiques. Et alors ce qu'on a vu, c'est que à motif de consultation équivalent, les médecins sur Care semblent prescrire 2 fois moins d'antibiotiques que ce qu'on peut lire sur les études en présentiel. C'est une étude qui est publiée sur notre site et qu'on partage volontiers. Et alors, comment vous l'expliquez ? Pour l'instant, je ne l'explique pas. Je l'observe et en tout cas, je l'observe et ça me... Laisse finir. Et ça me fait réagir parce qu'on me dit parfois, mais donc, comme on ne peut pas ausculter en téléconsultation, on va prescrire davantage d'antibiotiques parce qu'on ne sait pas trop, etc. En fait, quand on regarde dans les faits, non, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Bon. L'ordre d'opine du bonnet, dans le sens. Et sur les psychotropes, parce que après j'aimerais parler. Les psychotropes, oui. Sur les psychotropes, en fait, on aimerait beaucoup travailler davantage sur ce sujet, en collaboration d'ailleurs avec divers acteurs. Ce qu'on constate malheureusement, c'est que on est obligé si le patient ne veut pas que le professionnel de santé ait accès à ses antécédents, il a le droit de s'opposer à ça. Oui. La CNIL nous le rappelle, et donc c'est difficile de suivre si le patient il a déjà eu des psychotropes avant, etc. Donc, comme la CNIL dit, nous on fait, mais je suis sûr qu'il y a des choses à faire, à améliorer sur ce sujet. J'aimerais bien qu'on en parle à plusieurs acteurs pour pouvoir voir. En progrès, et vous les formez, vos médecins, il y a des guidelines, vous les encadrez. Absolument. Et quand vous nous dites 5 millions de téléconsultations que vous avez faites, il doit y avoir quand même une acquisition d'une expérience. Enfin, c'est savoir comment j'organise ma consultation. Enfin, ça c'est pas tout à fait naturel. Donc. Alors, effectivement, on les forme et puis on a appris un certain nombre de choses. Donc, on prodigue un certain nombre de conseils. On fait passer également aussi les recommandations de la HAS, etc. Maintenant, les médecins restent des professionnels de santé indépendants. Et donc, on les encadre, mais ils sont aussi indépendants. Donc, on ne peut pas tout faire non plus. Et là, vous allez avoir maintenant, avec le décret, un comité scientifique ou médical ou éditorial. Enfin, je ne sais pas. On avait déjà une direction médicale et un comité scientifique et éthique. Et avec le décret, on va avoir en plus un autre comité médical en plus. Donc on n'a pas attendu le décret. Vous avez des comités, oui. Alors Jean-Marcel Mourgue, vous réagissiez, faisiez le mou. Non, je dis simplement qu'en ce qui concerne le maniement des chiffres, il faut être extrêmement prudent parce qu'il faut savoir si les deux populations qui font la téléconsultation et qui ont recours à la consultation présentielle sont strictement homogènes. Sinon, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que les populations sont c'est une réponse à un besoin qui n'est pas forcément le même. Non, mais sur la prescription des antibiotiques, je voulais dire, tant qu'on n'est pas sûr que les deux populations sont en tout point comparables, on peut manipuler les chiffres comme on le veut. Pour les psychotropes, c'est pas étonnant, mais pour les psychotropes, l'un des problèmes, ne serait-ce que la consultation présentielle, c'est que les alternatives à la prescription de psychotropes justifieraient de temps particulièrement longs de consultation. Et les moyens ne nous sont pas donnés, hélas. Et puis, sans me mêler des négociations conventionnelles, c'est pas le rôle de l'ordre, mais effectivement, vous avez pu voir le différentiel des
des modèles économiques entre la téléconsultation et la consultation présentielle, il est grand temps que la consultation présentielle soit reconnue à sa juste valeur dans les soins primaires et les autres spécialités, sinon on assistera à un réel effondrement de l'offre de soins. Ça, c'est l'ordre qui parle, c'est pas le syndicat. Non, mais si vous voulez, l'ordre doit s'attacher à des critères de qualité, de sécurité, de soins et d'absence de discrimination. Cela étant, vous avez une extraordinaire expérimentation sous les yeux. Vous dites souvent qu'en médecine, il faut expérimenter les expériences. Là, on a quand même une expérience qui est au tout début. La téléconsultation, entendons-nous, mon propos n'est pas du tout exagérément critique. Il faut simplement voir les points de force et les pistes d'amélioration. Et l'une des pistes d'amélioration essentielles, c'est quel acteur il peut être vraiment pour améliorer le parcours de soins coordonné par le médecin, avec un défi considérable pour dès aujourd'hui, et répondre davantage aux inégalités socio-territoriales d'accès et de parcours aux soins. Donc on a vu qu'il y avait des points intéressants sur les inégalités de santé. Renaud Degas, le contrepoint de Renaud Degas, il nous reste 5 minutes. Oui, merci. Ce qui est passionnant avec la téléconsultation, c'est qu'on est vraiment à l'endroit où on retrouve les acteurs de la e-santé qui sont partis très fort, très vite, et il y a ça presque une communauté dans les acteurs de santé qui est à part. Et puis en ce moment, on est au moment où il faut rattacher la e-santé au système de santé classique. Et je trouve que la téléconsultation montre bien tout ce que vous avez exprimé depuis le début, montre bien ça. Et avec une question, en vous écoutant, 1 heure sur le sujet, en fait, finalement, on voit que c'est vraiment trop court, parce qu'il y aurait plein de questions. Mais il y en a une sur laquelle je voudrais vous interroger, c'est les praticiens de tout ça, c'est-à-dire les médecins et les patients. On va dire que comme dans toute innovation, il y a les early adopters, ceux qui foncent, là, les 20-25% qui vont là-dessus, qui sont passionnés. Maintenant, pour tous les autres, comment faire en sorte que les acteurs de santé de terrain, les patients aussi, comprennent l'intérêt, s'y retrouvent? Est-ce que, alors pas l'expliquer aujourd'hui, mais quels sont les leviers de formation, information? Est-ce qu'auprès de l'assurance maladie peut avoir un rôle d'explication de ce schéma nouveau en fait auprès des patients? Pareil pour les professionnels de santé. Voilà, comment on fait pour embarquer tout le monde sur cette innovation une fois que visiblement elle est proche de la maturité? En tout cas, les choses sont mises en place. En tout cas, elle est en cours. Mais voilà, à quel moment il va falloir embarquer? Comment c'est une vraie question. Alors, comme j'ai pu l'entendre sur une table ronde différente, très rapidement, le médecin de demain devra être technophile et empathique. Et il faut impérativement optimiser sa disponibilité dans son soin, dans son exercice de soin, en y intégrant d'ailleurs la formation. Et actuellement, l'exercice du médecin est vis-à-vis des concernés maltraitant. Je suis le premier à le déplorer. Hein. Donc il faut de la disponibilité, tant pour que le médecin se forme et acquiert tout cela, et l'explique aux patients. Parce que vous savez, la plupart du temps, les patients, ils ont le DMP ouvert, ils ne savent même pas qu'ils ont un DMP, ils ne savent pas ce que c'est. C'est mon espace santé. Non mais voilà, mais ils ne savent pas ça. Donc vous voyez, je veux dire, le chantier titanesque dans le numérique et la télémédecine. Qui veut réagir sur ce point? Ce sera le mode de conclusion. Et puis je poserai une dernière question. Alors rapidement, au-delà de la formation, il y a un vrai sujet d'animation territoriale. C'est-à-dire que finalement, les professionnels de santé sont entre pairs et c'est finalement le passage d'expérience et la formation entre professionnels de santé qui fait beaucoup. On parle de la formation des médecins, mais dès lors qu'on implique d'autres professionnels de santé, il faut également les former. Si on veut effectivement que des infirmiers participent à assister les téléconsultations, c'est pas seulement brancher un appareil et avoir un mot sympa avec le patient. Ça repense un colloque qui est pour le moment à 2, à une relation à 3 qui change grandement les choses. Et aujourd'hui, on constate des expérimentations de terrain que naissent des nouvelles modalités de prise en charge qui intègrent pleinement le sujet de la téléconsultation. Demain, on aura le même sujet avec la télésurveillance, etc. Justement, moi je voulais que vous concluiez sur l'avenir. En amont, chacun un petit tour de table. Dans 5 ans,
la télésanté, qui inclut les 4 temps, télésurveillance, téléexpertise. Pascal. Et peut-être demander à Jean-Charles Dron, est-ce que vous voyez une amélioration de la prise en charge de vos populations? Est-ce qu'elles sont plus satisfaites? Pascal, c'est fini, on n'a plus le temps. Alors, répondez quand même à la question, Pascal. Et sur l'avenir, alors? La réponse est clairement oui. Il y a véritablement un avenir au développement de la téléconsultation dans les territoires ruraux qui n'ont pas échappé à la téléconsultation, mais il faut un modèle qui corresponde à ce besoin-là. Et aujourd'hui, les marges de manœuvre et d'optimisation, elles sont dans la pérennisation de nos modèles, parce qu'on constate encore quelques écarts dans les conditions d'accompagnement, et c'est surtout dans la mise en place de projets gouvernés au niveau des territoires, donc des CPTS qui seront capables de le faire. Le territoire, c'est important pour vous. C'est fondamental. Ah. Alors, l'avenir, comment vous voyez l'avenir, vous? Est-ce que vous serez encore là dans 5 ans? Il faut demander à la CNAM. Ah bon, on va poser la question. L'avenir, c'est dans 5 ans, c'est qu'on n'a plus en fait ce genre de table ronde, parce qu'on parle plus de téléconsultation, on parle de consultation. Et la téléconsultation, c'est une consultation, et on ne parle plus d'avantages ou de dérives, on ne parle plus de médecins qui font de la téléconsultation ou de la consultation. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'avenir, c'est la téléconsultation, c'est rentrer dans les mœurs, c'est une pratique, c'est même plus sujet à question, c'est la médecine normale, en plus de la médecine des consultations présentielles. Ce que disaient Lord et les médecins, la téléconsultation, c'est de la médecine à distance. Mais avec quand même un développement vers les autres formes, par exemple vous ou d'autres, mais enfin un gros développement du télésoin, de la télésurveillance. C'est ça également? Oui, également. Et puis nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'adjoindre pas mal d'outils pour accompagner, assister le professionnel de santé, pour l'aider au diagnostic, pour l'aider au compte-rendu, pour l'aider au suivi, pour l'aider à la prescription. Et donc toutes ces choses-là, c'est... Voilà, oui, parce que comme dit Pascal, la télésurveillance, c'est quand même un pan énorme de prévention sur les pathologies chroniques, des préventions secondaires, etc. Donc c'est vrai que c'est... Alors, est-ce que l'assurance maladie permettra à cette nouvelle technologie de se développer? Oui, elle le fait déjà. Je pense que l'avenir, en fait, c'est tout simplement le parcours de soins hybride, et donc insister sur l'approche complémentaire et pas sur les oppositions. Aujourd'hui, les oppositions, effectivement, elles naissent de certains mésusages constatés, et donc c'est l'enjeu de ce supplément de régulation. C'est encore une fois de permettre à chaque offreur de soins de bien trouver sa place, au service, encore une fois, de la qualité des parcours de soins, au service de la qualité des conditions de travail des professionnels de santé. Et l'assurance maladie s'engage évidemment dans ce sens. Et encore une fois, je pense que dans 5 ans, on aura réussi à bien réintégrer toutes ces innovations dans le parcours de soins, dans les organisations territoriales. Il y a effectivement tout un accompagnement sur lequel il faut aller plus loin de la part de l'assurance maladie, qui est déjà très important avec les organisations coordonnées territoriales. On n'en a pas trop parlé, mais on pourra peut-être y revenir à l'occasion d'une prochaine table ronde. Donc effectivement, l'avenir, c'est une offre de soins numériques, mais régulée, qui s'inscrit dans un parcours hybride coordonné. Jean-Marcel Mourgue, alors c'est ce problème de chacun dans son silo, chacun dans son couloir, toute cette problématique de coordination, de travailler ensemble qui est très difficile. Et la télémédecine, la téléconsultation ne fait que révéler un système qui est très atomisé. Est-ce que vous pensez que dans 5 ans, on s'y retrouvera mieux? Et peut-être nous rassurer sur le fait que l'ordre va pousser à l'innovation. Alors écoutez, on le savait, Pascal. La question de l'avenir de la téléconsultation, il est en pointillé. De réforme de système de santé, on est tous convaincus qu'il y en aura une en France. De réforme de qualité, ça, c'est vraiment le grand point d'interrogation. Donc, il y a des perspectives dans le champ des possibles qui sont formidables, considérables. Éviter la balkanisation du parcours de soins qui, sinon, si ça se fait, ça sera la double peine. Une altération de la qualité du soin pour nos patients et de l'exercice des professionnels de santé, et la perte de la solidarité dans notre système de santé. Mais ça, c'est la grande difficulté. Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, là, il y a dans le champ des possibles, je crois qu'il a été établi, des pistes de réflexion pour lesquelles on peut travailler ensemble. D'accord. Notamment, effectivement, territorialité, réalité du parcours de soins. On a bien vu que dans la téléconsultation, il y avait des réalités très différentes. 30% de médecins traitants, parfois les médecins spécialités qui ont intérêt aux patients, et puis parfois des plateformes, etc. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être coécrites.
C'est certainement pas dans les divisions. Donc c'est un message positif d'avenir. Bien sûr. Et l'ordre s'y emploiera. Alors merci Pascal, merci Renaud, merci aux équipes, merci à Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tech qui est derrière la caméra, à la veille des acteurs de la santé, à Ortus, à LDC Santé. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité qui nous accueille à la Villa M, MSD, Point Vision, Equerre. Merci Pascal de tes questions toujours pertinentes. N'oublions pas Hugo. Et puis moi je voudrais rassurer Olivier Thierry. Je pense qu'il y aura toujours, d'abord on aura toujours du plaisir à le recevoir, comme les autres, nos autres invités, dans 5 ans. Mais surtout, il y aura toujours des problèmes de médecine qui se poseront et des journalistes qui s'étonneront de ces on trouve pas des évolutions. solutions. Car, comme disait Gide, le sage est celui qui s'étonne de tout. Voilà. Merci. Et nous sommes sages. Merci Pascal.